Il est bien sur ce plateau, lui on ne le présente plus, c'est bien Emel Guérin et merci à lui d'avoir répondu présent à notre invitation puisque vous le savez c'est pas facile de faire cette route. Nous faisons donc le décryptage du discours de Trump sur l'état de l'Union. Pour vous qui ne le savez pas, Donald Trump a eu à tenir un discours sur l'état de l'Union il y a quelques jours seulement. Que retenir? Pour en parler, nous avons invité Emel Guérin. Emel Guérin, bonjour. Bonjour, monsieur Maurice. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous plaisir. êtes journaliste politique, consultant en gestion des crises et géostratégie. Ça fait un moment quand même qu'on vous a reçu dans ce studio. C'est vrai. Et c'est la première fois pour cette nouvelle année. Est-ce que vous avez Absolument. un message aux auditeurs, aux téléspectateurs? Je présente belle et sainte année 2026 pour tous vos téléspectateurs et tous les Béninois. Tous les Béninois et tous les téléspectateurs, une belle année. Merci à vous, chers téléspectateurs. On va donc y aller pour ceux qui aiment les questions internationales. Donald Trump a tenté durant 1h47 de convaincre les Américains que l'âge d'or promis est de retour lors du discours sur l'état de l'Union. C'était mardi. Devant le Congrès, il a vanté un redressement historique et donc un pays plus sûr. Il a également accusé l'Iran de bâtir des armes capables de frapper les États-Unis. Emel Guérin, voici ma question. Est-ce vraiment le retour de l'âge d'or aux États-Unis? C'est quoi l'âge d'or? Certains analystes politiques ont affirmé que le président Donald Trump a dit qu'il ne s'agit aucunement du retour de l'âge d'or. Quelle lecture faites-vous, Emel Guérin? Mais je crois que quand on a un peu de bon sens et que connaît l'histoire des États-Unis et l'histoire de l'évolution de notre humanité, on peut dire que Donald Trump est en train de restituer la grandeur des États-Unis. Avec ce qu'on a vu ces 30 dernières années, je crois que les États-Unis étaient tout droit vers leur perte, en train de perdre leur hégémonie, suprématie internationale, mondiale. Et là, on voit que Donald Trump est en train de remettre la confiance aux citoyens américains parce que d'abord, il faut retenir que c'est pour les Américains d'abord qu'il a été élu. D'accord. Et donc, si les Américains l'ont élu, et il n'a pas une élection comme les autres, s'il vous plaît, il était là en 2016, il a fait un mandat. Et quand les Américains ont décidé de le ramener, je ne vois pas pourquoi cela va nous offusquer. Ben cela ne nous offusque pas. Lorsqu'il parle de retour de l'âge d'or et que certains pensent quand même que les chiffres avancés sont biaisés, même s'il y a des efforts qui ont été faits par rapport déjà à la lutte contre le chômage, face à la lutte contre le chômage. Qu'en dites-vous? Mais écoutez, c'est pourquoi je dis qu'il faut connaître les États-Unis. Trump a pris le pays dans un état calamiteux, dans un état désastreux économiquement, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le pays, Biden est arrivé juste au début de la crise covidienne. Et donc, les planches à billets qui avaient été injectées, c'est-à-dire beaucoup de liquidités, parce que l'idée était de confiner les Américains. Et donc, quand vous ne travaillez pas et qu'on injecte beaucoup d'argent, et bien sûr, il y a l'inflation. Vous le savez très bien. Aujourd'hui, l'inflation est en train d'être maîtrisée. Tout n'est pas encore fait. Il n'y a qu'un an déjà. Mais vous n'êtes pas savoir que Donald Trump a pris quand même beaucoup de décrets. Il en a aussi annulé des dizaines, ainsi de suite. Et qu'aujourd'hui, on a plus un autre regard sur les États-Unis, en tout cas les Américains de l'intérieur, parce que beaucoup de mesures qui n'étaient pas prises ont été prises. Parce qu'il y a une politique pro-natalité. Ce qui est quand même est curieux, intéressant à ce niveau, c'est-à-dire que quand l'Occident ou les Européens nous disent « vous faites trop d'enfants, n'en faites pas », aujourd'hui on constate que c'est la démographie qui fait l'histoire et non le contraire. Et donc, quand un Américain fait un enfant aujourd'hui, vous avez d'office $1000 dans votre compte, il faut que ce soit un compte épargne. Et aux États-Unis, quand vous avez un compte épargne, ce décret dit, l'enfant ne bénéficiera qu'à l'âge adulte. Imaginez, vous mettez $1000 dans un compte et que cela fructifie 20 ans après, vous avez d'office $100 000, s'il vous plaît, pour permettre à l'enfant de payer la scolarité, si vous dites une voiture, de louer, ainsi de suite. Donc c'est une politique qui n'a jamais été faite.
Vous comprenez? Il y a eu une baisse drastique de l'énergie. Parce que la politique mise en place par les démocrates et même d'autres républicains passés n'est pas une politique qui favorise la baisse des prix parce qu'il faut importer l'énergie. Alors que les États-Unis disposent d'une quantité importante de réserves de pétrole, de gaz et autres ressources minières qui ne touchent pas. Trump dit non, il faut utiliser pour éviter d'aller faire des guerres pour le pétrole, d'aller faire tuer les boys, comme il le dit, il faut ramener les boys à la maison. Et donc, il a conseillé pas faire, pas exploiter le pétrole à l'intérieur. Un, ça fait baisser le prix de l'énergie. Deux, ça crée des emplois. C'est là la stratégie de Trump, c'est-à-dire permettre aux États-Unis, aux citoyens des États-Unis de trouver d'emplois. Et c'est ce qu'il a fait lors de son premier mandat. Et s'il n'y avait pas eu cette crise covidienne, je pense qu'il aurait gagné cette élection. Donc aujourd'hui, il travaille à ce qui est, absolument. Ce qui est de l'emploi. Le taux de chômage aurait bien sûr, effectivement baissé. Il y a aussi baisse d'impôts qui n'est pas rien. Ça favorise la création des emplois. Sa politique est axée sur la relocalisation parce que depuis une trentaine d'années, comme je vous l'ai dit, l'Occident s'est désindustrialisé. Donc il faut ramener les industries. Et lorsque j'entends des gens dire que bon, cette politique de surtaxation, d'élévation des taxes de douane, c'est d'abord pour les Africains. Pour les Américains, pardon. Et cette politique, même si c'est pour un court temps, lui a permis quand même de faire beaucoup d'économies. Et comme il le dit, près de 300 milliards, celui qui lui a permis d'offrir plus de 12 milliards aux fermiers américains. Ce qui lui permet de donner symboliquement, puisque les États-Unis sont à 1776, et donc symboliquement 1776 $ au foyer américain. Ainsi qu'aux jeunes soldats, les jeunes militaires, plus d'un million, vous vous rendez compte. Sa politique anti-immigrationniste a permis quand même de faire partie plus de 2 millions 700 immigrés clandestins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ceux-là partent... Et puis depuis qu'il est arrivé, il y a plus d'immigrants clandestins et qui a pu rentrer dans le pays, il a pris toutes les dispositions. Ce qui est très positif pour son bilan, parce que quand vous avez 2,5 millions de migrants clandestins, ça veut dire quoi? Il faut les loger quelque part. Bien sûr. Donc quand ils sont partis, la crise de logement a baissé. D'accord? Les emplois sont libérés et les Américains peuvent trouver d'emplois. Donc, face à ça, aujourd'hui, si on peut faire les élections, à l'heure où je vous parle aux États-Unis, Trump gagnerait. Ah bon? Absolument. Ça me surprend, je y reviendrai tout à l'heure. Mais vous voyez qui, dans les démocrates, qui peut faire la part des choses? On va en parler dans un court instant. Trump a évoqué l'arrestation du président vénézuélien dans son discours. Avant d'en revenir, l'Iran n'a-t-il pas le droit de bâtir des armes? Évidemment, l'Iran a le droit de s'offrir la bombe nucléaire et les armes qu'elle veut. Sauf que quand vous aviez des dirigeants qui, depuis des années, sèment l'insécurité, le trouble dans une région, c'est-à-dire une région qui est regorgée de beaucoup de pétrole, qui offre beaucoup d'intérêts géostratégiques, économiques et financiers dans le monde, ça fait peur. Lorsque vous aviez un État qui nie l'existence de l'autre, qui estime qu'il faut propager sa foi par tous les moyens, c'est-à-dire alimenter le terrorisme, le djihadisme, ça fait peur. Aujourd'hui, le monde, il ne faut pas vous leurrer, le monde est gouverné par ceux qui sont puissants. C'est-à-dire, à un moment donné, il se dit, nous sommes les puissants, il faut régir le monde. D'où l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est l'ONU, c'est un patron qui essaie de réguler aujourd'hui ceux qui peuvent avoir les bombes atomiques ou pas. On sait qu'en temps, les pays s'étaient aidés pour en avoir, mais depuis, c'est terminé. Et donc, c'est une peur aujourd'hui pour ces puissances. Cela veut dire, si un État aussi organisé, très fermé, comme les ayatollahs de l'Iran, possédaient la bombe atomique, alors ça peut mal se passer pour l'Israël. Ah oui, donc Trump a évoqué, le président Donald Trump a évoqué également l'arrestation du président vénézuélien, j'en parlais dans son discours, avec une distinction, la plus haute des États-Unis aux soldats qui ont participé à cette opération. Quelle est votre lecture de cette incursion en terre étrangère avec l'arrestation d'un président élu et qui est justifiée par la lutte contre les narcotrafiquants? Oui, vous le dites bien, Maduro avait un contentieux judiciaire avec les États-Unis,
depuis Barack Obama, vous vous souvenez, c'est les chavistes avec Juan Guaido qui avait été instrumentalisé par les États-Unis pour bousculer le pouvoir d'Hugo Chavez, et ça n'a pas marché. Mais après Maduro est arrivé, tout le monde sait que selon les chefs d'accusation retenus par la justice américaine, il y a bien sûr le trafic, complicité de trafic de drogue et tout ce que vous voulez, armement des narcotrafiquants. Vous voyez pas ce qui se passe au Mexique. Toutefois, il faut retourner en arrière dans l'histoire pour sortir la théorie de Monroe. James Monroe, c'est le 5e président des États-Unis qui a prononcé ce discours sur l'état de sécurité des États-Unis. Chaque 5 ans, ça se fait. En 1823, qui dit exactement ceci. C'est-à-dire, à ce moment précis, les États-Unis se sont rendus compte de leur hégémonie. Alors, ils se sont dit, nous ne voulons plus, nous voulons être les maîtres des États-Unis, des Amériques, pardon. Oui. Et donc, nous ne voulons plus personne venir, une puissance, même les Européens. C'est cette politique-là qui a permis de vider les Espagnols, du moins les Européens, des Amériques. Aujourd'hui, les Européens ne sont plus puissants, mais il y a un autre danger très puissant, qui est la Chine. La Chine a exploité le pétrole vénézuélien, parce que vous voyez, quand vous mettez un embargo sur le pétrole, ça ne veut pas dire que le pétrole ne coule pas. Ça passe par donc, des circuits fermés illégaux. Et là, quand ça passe, de toutes les manières, la Chine, elle, en prend et à bas prix. C'est ça la réalité. Alors les États-Unis ont compris depuis le premier mandat de Trump que leur premier ennemi, c'est la Chine. Et non la Russie. Et non l'Iran même. Alors, pour le faire, puisqu'il s'agit d'une guerre économique, d'une guerre commerciale, il faut donc évincer toutes les débouchés de la Chine. Il faut lui appliquer la théorie Monroe. Et c'est ça que Trump a ramené. Excusez-moi, je ne vous coupe pas. Je voudrais dire aux téléspectateurs qu'ils peuvent nous appeler s'ils ont des questions, s'il y a des gens qui s'intéressent aux questions internationales et qui ont des préoccupations. Vous pouvez nous appeler pour discuter avec nous sur ce plateau parlant des questions internationales. Excusez-moi, monsieur. Donc, voilà. Donc, Trump a juste ressuscité la théorie Monroe pour évincer la Chine. Donc, il faut voir d'abord premièrement la Chine. Parce que Venezuela, n'oubliez pas que le chavisme est créé juste en opposition à la politique capitaliste des États-Unis. Et donc, le moment est venu. Moi, je ne parle pas d'enlèvement, je parle plutôt de capture. Et donc, Maduro a été capturé parce que les États-Unis estiment que le Venezuela, c'est le voisin récalcitrant. Et puis, donc, il a appliqué le droit international terminé. Comme ça se fait ailleurs, comme l'Israël le fait en Palestine, comme Poutine le fait en Ukraine. C'est tout. Et vous nous disiez tantôt que, est-ce que je vois parmi les démocrates quelqu'un arracher le pouvoir à Donald Trump? Je dis que voulez-vous dire par là, politiquement parlant? Est-ce qu'on peut espérer un retournement de situation? Est-il possible et imminent que les démocrates puissent revenir aux affaires? Oui, du moins, je dis aujourd'hui, vous savez, dans ce pays, la politique est dynamique. Ça peut changer du jour au lendemain, vous voyez. Et donc, pour l'heure, aujourd'hui, selon tous les sondages, même les sondages faits par les institutions qui sont contre Donald Trump, montrent qu'il a la côte aujourd'hui. Il a la côte. Et si c'est vrai qu'il n'est là que depuis un an, bientôt, novembre prochain, il y aura les mi-termes, c'est-à-dire des élections à mi-mandat au niveau du Congrès, du Sénat, on verra bien si certains disent que les démocrates pourraient donc prendre le dessus au cours de cette élection. On verra bien, puisque je vous ai cité, non, je ne crois pas, je vous ai cité quand même, je peux me tromper, des mesures qui sont favorables aux Américains que personne n'a fait depuis. L'économie est en train de reprendre aux États-Unis, il a fait... certains analystes ont dit que c'est faux, que l'économie vraiment ne reprend pas. Mais sous Trump aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, au moins la croissance est à 4%. Un peu légèrement. Vous avez parlé tout à l'heure de la baisse. On a quelqu'un qui s'intéresse aux questions internationales qui est Ali. Bonjour. Auditeur ou téléspectateur Ali, bonjour. Bonjour, son Altesse, le prince. Bonjour. Le premier partout. Le chef paysan vivant. Le chef paysan vivant. Depuis Adjara. Et je salue sur le plateau. Oui, monsieur Emel Guérin, on parle de questions internationales aujourd'hui. Oui, bien sûr, votre invité, je le salue aussi. D'accord. Non, en ce qui concerne Donald Trump, ce que moi je suis, même lors des élections
le tout premier de ces élections. Moi, j'étais président aux États-Unis en ce moment-là. Hein. C'est parce que les gens, c'est-à-dire les Américains se sont trompés d'abord dès le départ. Ils ont accepté de prendre Trump comme président de la République des États-Unis. Toujours. Et c'est la dame, et l'autre là, c'est Clinton, non, c'est lui. C'est elle qui avait gagné tout le vote populaire à l'époque. Ah oui. Donc, ils ont passé la balle à Trump, parce que les Américains ne sont pas prêts déjà pour qu'une femme, c'est-à-dire une femme les dirige, quoi. Oui. Donc, ce que Trump fait, ouais, il ne fait pas devant. Il fait d'abord deux derrière. Une semaine après, il fait encore un pas devant et 5 derrière. C'est-à-dire pour lui, il faut qu'on le parle de lui tous les jours. C'est comme ça, moi, je le vois. D'accord. Si on ne parle pas de Trump tous les jours qu'il fait, il n'est pas content. Très vous bien. allez voir, si vous avez quelque chose qu'on appelle Watergate en tout ça là, concernant Richard Nixon, c'est Oui, ce c'est qui bien. arrivera à Trump. Je ne pense pas qu'il va terminer le mandat. Voilà ce que moi je vous dis. Je suis aussi un spécialiste des États-Unis. Merci. Et bonne Il a dit qu'il est journée. spécialiste des États-Unis. Merci à vous depuis Adjara. Il a dit qu'il est spécialiste des États-Unis, qu'il ne sait pas si Trump va finir le mandat. Mais Il a je vais si- vous conter une petite il a dit qu'il anecdote. fait 2 pas devant, 5 derrière. Je vais vous conter une petite anecdote. J'étais sur une mission justement de Trump en janvier 2020. Et après les événements malheureux du Capitole. Capitole, oui. Et je disais, il y avait quelqu'un béninois qui vivait aux États-Unis, un certain Poyon, je crois, avec un professeur sur le plateau. Et je leur disais que le Trumpiste était né. 5 ans après, Trump revient. Mais voilà, il faut comprendre l'histoire des États-Unis, le système électoral. C'est vrai, Hillary Clinton en 2016 avait gagné le vote populaire. Ce n'est pas le vote populaire, donc, qu'on peut appeler chez nous ici suffrage universel, qui élit un président des États-Unis. Il est élu par des grands électeurs. Et là, Trump avait la majorité des grands électeurs, contre tous les sondages. Alors, est-ce qu'on peut respecter le vote des Américains? C'est comme si, en Afrique, au Bénin, les gens votent et après, on dit non, ils ont voté par erreur. Vous insultez ces électeurs. Ceux qui ont élu ce président, vous les insultez. Vous leur manquez de respect. Donc, les Américains ont élu Trump. Et ça s'est passé juste 2 fois, une seule fois dans l'histoire des États-Unis, qu'un président revient seconde fois. Depuis plus de 200 ans, ça ne s'est jamais produit. Et donc, voilà quelqu'un qui a fait quand même un mandat que les gens ont ramené. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont voté, et cette fois-ci, Trump a gagné les 2 votes, et le vote populaire, et les grands électeurs. Ça veut dire que ces Américains, ils n'ont rien dans la tête. Mieux encore, je vais vous dire, cette élection-ci, beaucoup de votes, Trump a eu beaucoup de votes noirs. Surtout, le lobby évangéliste a voté pour Trump. Vous êtes en train de me dire là que les Noirs américains qui ont voté Trump sont moins intelligents que nous, ici. C'est quand même... Même les immigrants qui viennent de l'Amérique du Sud, il y a eu beaucoup de votes. Et pour la première fois, il a pu fédérer le vote musulman aux États-Unis. Donc, des chefs musulmans sont sortis pour dire nous votons pour Trump. Vous savez pourquoi? À cause des valeurs que Trump incarne. C'est ça qui nous unit. Les valeurs sociétales qui définissent les États-Unis, c'est-à-dire, oui, on prend. Il y a quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour le plateau. Bonjour, madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, c'est Madame Rachel. Madame Rachel, comment allez-vous? Ça va. D'accord. Vous êtes intéressé par les questions, ce sujet lié aux questions internationales? Allez-y pour votre question. Non, en fait, je ne suis même pas en direct. Il faut juste marquer ma présence sur l'émission. D'accord. Merci infiniment, madame Rachel. Vous avez eu la ligne aujourd'hui. Merci. J'espère que vous allez bien. Portez-vous bien. Oui, monsieur Guel. Oui, donc, vous voyez cette condescendance, cette prétention des Européens, des Occidentaux, que nous sommes aussi, qui nous permettent de dire non, Trump n'est pas légitime, Trump ne connaît rien, Trump c'est un fou, c'est un cinglé. Mais non, il est. Et regardez ce qu'il fait aujourd'hui. Quand vous voyez les mesures qu'il prend aujourd'hui pour Trump est élu pour les Américains. Et il dit,
Ce qu'il a fait au Venezuela, il était obligé de le faire. Il n'avait pas le choix pour contrer, je vous ai dit, la Chine. Parce que, et puis, c'est lui qui est en train d'éviter aujourd'hui la dédollarisation. Depuis la guerre ukrainienne. Il a dit que s'il était au pouvoir, il n'y aurait pas eu une Bien guerre. sûr. Bien sûr, c'est pourquoi tout le temps il dit c'est la guerre de Biden. Effectivement, il n'aurait pas fait. Qui a rencontré Poutine? Qui a rencontré le président coréen Kim Jong-un? C'est Trump. Il n'est pas vent en guerre. Trump, c'est zéro guerre pour le moment. Vous comprenez? Et pourtant, Barack Obama a fait 4 guerres. C'est lui qui a laissé faire le bazar en Libye. C'est lui qui a laissé faire Sarkozy en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a laissé ce qui s'est passé en Afghanistan. C'est lui qui balançait des drones en plein mariage en Afghanistan ou en Irak, et ainsi de suite. C'est Barack. Et pourtant, il reçoit le prix Nobel de la paix. Donc, vous voyez ce dysfonctionnement international que Trump dit il faut mettre fin à ça. Alors, nous, Africains, quel positionnement nous devons avoir par rapport à ça? La Chine, quand vous prenez quelqu'un par la Chine, lorsqu'on me parle de surtaxation, tout ça, mais lorsque vous envoyez, on oublie de nous dire que lorsque vous envoyez un produit commercial en Europe, c'est aussi taxé. Il faut payer la TVA, 20%. Donc, quand un produit américain va en Europe, il paye la TVA. Alors, on me dit, je vous taxe votre vin à 100%. Ça lui permet de négocier. Quand vous lisez son livre qu'il avait écrit en 1987 déjà, parce qu'il avait déjà des ambitions, il le dit clairement dedans, il dit, écoutez, pour négocier, il faut mettre la barre haute. Et après, vous négociez, vous descendez, et puis ça rend tout le monde. Vous envoyez votre produit en Chine. C'est tout récemment que la Chine a détassé les produits africains. Mais avant, c'était tassé. On vous oblige à faire partenariat avec une entreprise chinoise à 49%. Et après, lui filer le secret de votre invention, les brevets. C'est ça, la Chine. Donc, on n'en parle pas parce qu'on ne connaît pas. Mais comme Trump, c'est quelqu'un, comme il a dit, qui aime parler tout le temps, qui aime tweeter, qui aime écrire tout le temps, il dit ce qu'il fait et il fait ce qu'il a dit. Oui. Et qu'est-ce qu'on retient en conclusion? Moi, je retiens que en quelques mots, comme votre mot de la fin. Oui, Trump a acté la multipolarité de la géostratégie, de la géopolitique internationale. C'est-à-dire, après que cela a été déclenché par le président Poutine avec la guerre en Ukraine, qui est en train d'avoir 4 ans, bien sûr, Trump a acté, il dit bien, nous ne sommes plus les superpuissances internationales, mais nous sommes une puissance et nous voulons compter dans les années à venir. Et il a restauré l'image. Il est en train de le faire des États-Unis. Il est en train de le faire. Merci. À vous, Emel Guérin, d'être venu dans ce studio. Vous êtes journaliste politique, consultant en gestion des crises et géostratégie. Vous êtes venu dans ce studio pour nous éclairer par rapport donc au discours de Trump sur l'état de l'Union. Voilà, on retient donc que Trump restaure l'image des États-Unis et que vous nous rassurez que il va encore faire mal avec son élection. Il reste 3 ans. Voilà. Puis on verra bien. Voilà. On va vous inviter davantage pour parler d'autres questions. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci aux 5 paysans vivants qui nous ont appelés. Merci à Rachel Tonouko et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Marcel Yedouard a réalisé cette émission. Alain Alou et Tête au son. Et à leur côté, Chancel et toutes les autres. Bien sûr, c'est Martin Toïnset, c'est Modeste Ondé-Kondi. Bonne suite de nos programmes à 13h. Retrouvez à Turondo à 19h. C'est bien Oumar Déandjou. Portez-vous bien. Bon week-end et attention sur nos routes. À bientôt.